allons à présent entendre David Gruson sur la question de la régulation et notamment de la garantie humaine dans l'intelligence artificielle en santé. Et je pense que vous allez évoquer avec nous votre initiative Ethikia et ses développements à travers la loi qui est en discussion actuellement. Oui, merci. Bonjour à tous. Un grand merci à Emmanuel de son invitation. J'essaierai de ne pas abuser de votre attention, surtout que les vrais spécialistes de l'intelligence artificielle se sont exprimés juste avant et ont donné beaucoup de profondeur aux enjeux éthiques du sujet de l'IA. Moi, je vous donnerai une vision peut-être plus immédiate de ce qui se passe dans le champ, c'est beaucoup plus limité, de ce qui se passe dans le champ de la santé sur du droit presque positif et surtout ce qu'il y a à la genèse de cette démarche. À la genèse de cette démarche, il y a les préceptes d'Emmanuel Hirsch, à qui je voudrais passer un message d'admiration. On se connaît depuis que je suis juste post-pubère, peut-être je le suis encore. Et j'ai appris auprès d'Emmanuel qu'il n'y a de bonne éthique qu'appliquée depuis que j'étais jeune directeur à l'assistance publique de Paris, il y a déjà fort longtemps maintenant. Et donc du coup, la réflexion que l'on a eue, et Laurence y a apporté une contribution très importante pour préparer la révision de la loi de bioéthique. Vous avez l'intégralité de nos travaux sur le rapport du Comité consultatif national d'éthique, c'est précisément cette notion-là, de dire que le risque éthique principal dans le domaine de l'IA en santé, ce serait finalement de bloquer son développement dans un environnement, je suis juriste de formation, déjà surréglementé, avec un niveau de normes important en France, très protecteur de nos données de santé, le règlement général sur la protection des données, une série de normes nationales. Donc c'est ça la réflexion de fond. Essayons de voir si on peut déterminer une série de principes de régulation positive qui viendraient répondre à des enjeux éthiques dans le domaine de l'IA en santé sans bloquer l'innovation et sans casser son potentiel. Donc c'est ça le fond de la réflexion. Et je dois dire que dans ces murs-là, à Imagine, on est un peu dans le temple de cette inspiration. C'est un lieu qui doit beaucoup au cadre de régulation qui sort de la loi de bioéthique. On y a travaillé. Je salue les équipes de l'Institut emmenées par Laure Bocquet pour produire, c'est un exemple de régulation, je n'entrerai pas dans les détails, sauf si vous le souhaitez, un projet de référentiel de bon usage de l'IA appliqué aux données génomiques, en partant de la notion que ces données sont plus sensibles que d'autres peut-être, qu'il y a lieu de définir des principes de protection renforcée. On l'a fait en essayant de codifier la pratique qui est la vôtre à partir du programme de machine learning applicable à la détection des causes génétiques des ciliopathies rénales pédiatriques portées par les équipes d'Anita Burguin. Et je voudrais saluer sur ce plan la contribution de Julia Petreluzzi, qui est tout au fond là-bas, qui s'est engagée dans ce sujet pour essayer de repérer avec les équipes d'Imagine, dont certains collaborateurs sont présents dans cette salle, quels étaient finalement les principes à retenir pour bien réguler l'IA en génomique, autour de la notion d'un périmètre de sensibilité à essayer de circonscrire informatiquement pour permettre des applications plus profondes du machine learning et du deep learning dans le croisement des données cliniques et phénotypiques. J'entre pas dans les détails de ce point-là, mais c'était précisément l'esprit. Et le constat que l'on a fait, c'est que les équipes de professionnels d'Imagine avaient d'ores et déjà appliqué par eux-mêmes une série de principes de bon sens, de régulation éthique autour de l'idée d'une supervision humaine par les professionnels, dans un dialogue également avec les patients, pour essayer d'en déduire de l'éthique appliquée, qui ne disait pas son nom, mais qui était effective en pratique et dont on a essayé d'extrapoler la notion. Donc c'est l'esprit de ce qui a un peu irrigué le travail du Comité consultatif national d'éthique, qu'on a repris avec Ethikia en essayant de travailler sur ces notions depuis 2 ans et demi, en proposant l'idée d'une garantie humaine de l'IA et surtout essayer de l'appliquer. Alors, si on arrive maintenant sur la partie très immédiate, donc le 30 janvier dernier, donc il y a quelques jours, le Sénat a adopté le projet de loi de bioéthique, son article 11, dans des termes presque conformes à ceux de l'Assemblée nationale. Donc, on est maintenant dans le stade où on a une vision assez précise de ce que les utilisateurs et les concepteurs d'IA dans le domaine de la santé, c'est l'objet de la loi de bioéthique, auront à appliquer.
Et le sens de ce cadre de régulation, il peut se formuler de cette manière-là, je pense. C'est un droit très exigeant sur la protection des données, mais ça, ce n'est pas la loi de bioéthique, c'est le RGPD qui était préexistant. Donc à partir du moment où les acteurs français et européens vérifient ce niveau de protection fort dans le domaine des données de santé, on peut s'autoriser un cadre de régulation positive beaucoup plus ouvert pour permettre et stimuler le développement d'algorithmes dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit dans les domaines de la prévention, du diagnostic clinique ou de la recherche. Et c'est ce qui sort de cet article 11, qui en fait intègre seulement 2 principes nouveaux, mais qui méritent quand même d'être formulés. Et dans des termes brefs, vous voyez, j'ai dû faire contre ma nature de juriste, parce que quand vous posez une question un juriste, en général, il vous répond de manière longue et pas très claire. Et c'est vraiment une contrainte, un travail sur soi, de faire court et clair. Pour être honnête, je ne suis pas complètement sûr qu'on soit encore arrivé au maximum de clarté et d'esprit de synthèse, mais on n'en est pas loin, donc ça me frustre beaucoup. Mais du coup, si je suis frustré, c'est que c'est pas mal. Donc du coup, je suis frustré, et donc ça se résume en 2 points. Le premier point, c'est une information du patient sur le fait qu'il y a eu recours à de l'intelligence artificielle dans sa prise en charge. Un élargissement du devoir d'information du professionnel auprès du patient sur le fait que de l'IA a été incorporée dans sa prise en charge. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il faut informer le patient. Qu'est-ce que ça ne dit pas ? Ça ne dit pas qu'il faut que le patient consente à l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un consentement aux soins, qui est un consentement unique. Et que le fait d'avoir recours à de l'intelligence artificielle est une modalité de la prise en charge qui relève de l'initiative du professionnel dans un dialogue et une recherche de consentement du patient. Et donc la manière de l'informer spécifiquement sur l'IA est une manière d'élargir, préserver l'autonomie de sa volonté dans un contexte où, comme on l'avait montré avec le comité d'éthique, il y a des risques de délégation de la décision médicale à l'IA et de délégation du consentement du patient à l'IA si on avance de manière automatique, de manière machinale. Donc, informons le patient. Comment ? Écoutez, il faudra le définir champ par champ. L'esprit de la loi de bioéthique est précisément de ne pas réglementer les choses. Je vous donne un regard personnel. Vous allez voir, c'est de l'enfonçage de porte ouverte. Je pense que cette information devrait être très simple sur les solutions algorithmiques courantes. Et quand on regarde la prise en charge médicale, on s'aperçoit qu'il y a déjà toute une série d'algorithmes qui tombent depuis des années. Et Laurence a parfaitement raison de montrer que, certes, il y a vague d'innovation technologique, mais que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on utilise des algorithmes dans le domaine de la santé. En revanche, quand on a quelque chose de nouveau, complexe, épais, difficilement explicable, là, il faudra sans doute avoir une information un peu plus large. Information du patient. Et puis le deuxième principe, cette idée de garantie humaine de l'IA, c'est le message par lequel Grégory a conclu son intervention est très, très savante et j'y souscris. L'article 11 de la loi de bioéthique le définit en fait un principe de supervision humaine générale qui se définit en fait en 3 crans. C'est le législateur qui le pose ainsi. Il y a un premier cran qui est la supervision humaine de l'alimentation de l'algorithme. C'est-à-dire qu'il faut que l'alimentation d'un algorithme en données d'un patient déterminé s'opère sous la supervision d'un professionnel. Il y a un deuxième principe de garantie humaine dans la décision, peut-être plus fort, qui est qu'il ne peut pas y avoir de décision médicale uniquement fondée sur un traitement algorithmique. Et puis un troisième principe de garantie humaine dans l'application de l'algorithme en vie réelle. C'est-à-dire qu'il faut, une fois que l'algorithme a été mis sur le marché, qu'il a été autorisé, assurer une certaine dose de supervision humaine. Et qu'est-ce qu'on en fait à partir de ça ? Écoutez, on en fait ce que les professionnels et les patients en détermineront sur des cas d'usage concrets. Et quelle forme ça peut prendre en pratique ? Écoutez, on a essayé d'y réfléchir, de proposer des choses avec Etiquia, avec le comité d'éthique. Et je vous en donne quelques exemples, mais vous comprendrez bien que les modalités de garantie humaine de l'IA peuvent être adaptées, conçues. Il y en a sûrement d'autres. Simplement, ce que pose l'article 11 en dur, et qui est très bien, c'est que le principe de garantie humaine est général, s'applique à l'ensemble des algorithmes dans le domaine de la santé, qu'ils soient de prévention, de diagnostic médical, qu'il s'agisse d'algorithmes administratifs et financiers entourant la prise en charge du patient, tels que ceux que l'on développe dans la société EJOUV, dont je suis directeur du programme santé, et que ce principe de garantie humaine voit ses modalités mises en œuvre définies par les opérateurs, les porteurs.
Alors, 2 exemples de ça. La première notion, l'idée d'un collège de garantie humaine. Alors, ça paraît abstrait, mais je vais m'expliquer tout de suite. Avec un premier programme de garantie humaine que l'on accompagne, avec Etikia, avec Marine Baconnet, qui est présente là, qui est mise en place sous l'égide de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'Union des dentistes. Donc en fait, l'UFSBD a déployé dans le cadre d'un article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale, qui déploie, vous savez, les modalités de financement innovants, en fait un programme qui intervient dans le domaine dentaire avec une start-up française qui s'appelle Dental Monitoring. C'est une IA assez classe, en fait. C'est une vidéo qui est prise par smartphone et dans la bouche de résidents de 48 EHPAD. Et l'IA redresse la vidéo sous forme de panoramique dentaire avec prédétection du risque carieux et du risque inflammatoire. Et donc, quand on connaît l'état de la prévention en soins bucco-dentaires en EHPAD, moi j'ai commencé ma carrière comme directeur de centre de Géronto au moment où j'ai rencontré Emmanuel, on se dit que ça ne peut être qu'un mieux. Et donc du coup, l'Union des dentistes nous a demandé comment est-ce qu'on applique la garantie humaine à ça. Donc on a fait une analyse, on a mis en place 2 recommandations qui sont suivies des faits. La première, c'est que la start-up en interne intègre un chirurgien dentiste dans ses effectifs. Et la deuxième, c'est la mise en place d'un collège de garantie humaine sous l'égide, donc en gros, de la société savante, UFSBD, qui va réunir des chirurgiens dentistes et des représentants des patients, des représentants des résidents d'EHPAD et de leurs familles. Et le collège révisera 3 fois par an 30 dossiers déjà traités par l'IA, déterminés à partir de signalements d'événements indésirables dans les EHPAD, mauvais usage de l'IA, problème de doute sur ce qui sort de la solution. Et les autres dossiers seront tirés au sort et feront l'objet d'une revue par des chirurgiens dentistes réviseurs désignés par la société savante, indépendamment de la start-up et sans lien d'intérêt avec elle. Et il en sortira le constat que soit les chirurgiens dentistes sont d'accord ou pas d'accord. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça change ? J'en sais rien. Simplement, ça permet de mettre une supervision sur le développement de machine learning de l'algorithme et d'établir un dialogue collégial dans lequel seront inclus les patients et leurs représentants, pour mettre en place des mauvaises pratiques, soit dans l'usage de la solution, jusqu'à l'usage du smartphone, soit dans le résultat de l'algorithme lui-même, en termes d'efficacité médicale, de risque éthique, pour mettre en place des actions correctrices. Vous voyez, c'est exemple de garantie humaine appliquée, et c'est ce type de collège de garantie humaine qu'on va déployer à l'échelle de la profession radiologique dans son ensemble, pour tous les radiologues, sous l'égide de Dream France IA, qui est en fait le regroupement de l'ensemble des radiologues libéraux et hospitaliers qui ont mis en place une démarche de régulation éthique qui prendra cette forme-là pour les algorithmes de diagnostic automatique en radiologie, supervision humaine avec un deuxième regard ex post. C'est de l'enfonçage de porte ouverte, vous en conviendrez, ça n'est qu'une transposition du pilotage de qualité en mode IA ou, pour être plus précis peut-être, la transposition en mode algorithmique de ce qu'on connaît bien en santé et en cancérologie, la revue de cas pluridisciplinaires, pour assurer un pilotage qualité au fil de l'eau. Premier exemple de modalité concrète de garantie humaine. Deuxième exemple, ce que l'on a appelé la télémédecine de garantie humaine. Là aussi, ça paraît abstrait, mais notre idée, vous voyez, c'était de mettre en place des dispositifs de supervision qui puissent s'appuyer au maximum possible sur du droit existant pour éviter d'en créer et donc de surréglementer et de bloquer l'innovation en France. Donc la télémédecine de garantie humaine, c'est quoi ? C'est vous êtes médecin de première ligne, l'IA vous propose une recommandation thérapeutique et vous avez un doute. Et donc là, vous passez un coup de fil à votre confrère, vous lui demandez son deuxième avis. C'est comme l'appel à un ami qui veut gagner des millions. Sauf que là, c'est de la télé-expertise, au sens du décret d'octobre 2010. On n'a rien inventé de nouveau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que depuis l'avenant 6 à la Convention médicale de 2018, la télé-expertise a une valeur économique. Donc l'acte de télé-expertise de garantie humaine a une valeur économique, avant même sa conception dans l'intention. Sauf que là, le deuxième avis médical ne s'applique pas à un premier avis humain, il s'applique sur un premier avis algorithmique sur lequel est né un doute dans l'esprit du professionnel de santé de première ligne. Donc, voilà la notion, très opérationnelle, très appliquée. Il faudra en définir de nouveaux cas d'usage. Ce qui est intéressant, alors là c'est l'objet directement du colloque, c'est que cette notion-là, depuis que la petite graine a été plantée, en fait elle se développe et elle nous échappe, et c'est très bien, parce qu'il n'y a aucun droit de propriété là-dessus évidemment. Elle nous échappe, elle se développe dans des directions différentes, et c'est intéressant à voir pour nous.
Donc direction au niveau européen, direction au niveau de l'OMS. J'étais désigné par le comité d'éthique pour représenter la France dans la task force sur la régulation de l'IA en santé qu'a mis en place l'OMS. Ils m'ont demandé de venir présenter la garantie humaine. Donc j'ai présenté ça. Et donc, oui, il y avait, tout le monde était d'accord en disant c'est une super idée, franchement c'est bien. Sauf que je suis à peu près sûr que dans les 15 représentants, il n'y en a pas un qui a compris la même chose. Parce que comme nous l'a parfaitement expliqué Raja et puis Laurence, il y a derrière l'éthique beaucoup de systèmes de valeurs. Et qu'évidemment, quand vous demandez à un Chinois ou à un Américain ce qu'il entend par garantie humaine, c'est pas la même chose, notamment du point de vue de la garantie humaine des intérêts individuels ou collectifs. Et donc, du coup, on a, à travers de la même notion de supervision humaine, à mettre en place en dessous, mais là, c'est beaucoup plus l'objet, vous l'avez compris, des intervenants précédents que le nôtre, un système de valeurs qui correspond à ce qui fait la force de la médecine française, l'excellence, la personnalisation de la prise en charge, parce que dans la logique un peu collectiviste, algorithmique, notre système de valeurs d'une médecine personnalisée, disons-nous les choses un peu brutalement, est menacé si on n'y prend pas garde. Donc il y aura à porter cette notion, à la défendre. C'est de l'éthique de la personne. C'est ce que porte Emmanuel depuis le début de son engagement sur ces questions. Et puis deuxième prolongement, là aussi assez inattendu, il y a un prolongement sur le terrain du droit du remboursement et du droit de la mise sur le marché. Alors, droit de la mise sur le marché, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que les premiers à avoir tiré précisément sont les Américains. Dans ces nouvelles guidelines, la FDA, l'Agence de sécurité américaine, intègre la notion de human warranty, non pas comme une condition de mise sur le marché initiale, mais comme une condition suspensive du maintien de l'agrément après le premier FDA approval. C'est intéressant, parce que ça, vous voyez, c'est peut-être pas exactement ce qu'on ferait nous. Nous, on demanderait la supervision au départ. Mais c'est comme si la FDA avait mesuré qu'elle avait peut-être été allée un peu vite en besogne dans le déploiement d'agréments automatiques sans supervision humaine. Donc on se rattrape un peu et on assure une supervision en vie réelle comme condition du maintien de l'agrément. Mais ça fait système. C'est une vision peut-être plus libérale que ce qu'on ferait nous spontanément, mais qui fait système. Et puis l'autre notion, là en France, il y a 8 jours, donc Isabelle Adnot, qui est la membre du collège de la HAS chargée de la question de santé numérique, a annoncé que, un peu en anticipation, que vous savez, la concertation qu'elle a mise en place sur la grille d'auto-évaluation des dispositifs médicaux avec algorithme aboutissait à la conclusion qu'il fallait intégrer le principe d'une garantie humaine comme condition d'auto-évaluation avant l'admission au remboursement par la collectivité de ces dispositifs médicaux avec algorithme d'intelligence artificielle. Donc là aussi, ça fait système. On a une chaîne qui se boucle. Et peut-être tant mieux pour être complet et conclure et pas trop long sur le tableau. Il manque sans doute un maillon important dans cette étape, qui est ce que fera la Commission européenne. Et donc là, on a un environnement européen. Je vous invite à lire le livre de Julia sur le droit de l'IA et de la robotisation au niveau européen. Petit coup de pub au passage. On a un environnement qui est clair depuis décembre 2017 sur un point, depuis une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui en fait s'appliquait, vous vous souvenez, avec ce qu'on avait essayé de faire en droit français, qui était la mise en place d'une autorisation, d'une certification préalable des logiciels d'aide à la prescription par la Haute Autorité de Santé. La Cour de justice de Luxembourg a tranché ça très brutalement en disant qu'un législateur national ne pouvait pas établir un principe de certification générale de ces logiciels d'aide à la prescription, par extension des algorithmes médicaux, parce que tout ceci relevait d'une harmonisation communautaire. Et a donc censuré notre disposition. La seule norme à vérifier pour une mise sur le marché au niveau européen, c'est le marquage CE. Et donc on se retrouverait, vous voyez, un peu dans un moment où la 2020 va être une année importante, parce que d'un côté, vous avez Ursula von der Leyen qui a annoncé au moment de son entrée en fonction pour la Commission européenne qu'il y aurait un paquet très ambitieux sur l'IA, voire, ce que franchement je pense qu'il ne faut pas nécessairement nous souhaiter, une réglementation européenne de l'IA venant se surajouter au RGPD. Là, c'est un point de vue personnel, mais je pense que on risquerait de passer le cran de la surréglementation et de bloquer l'innovation et d'être sur le plus sûr chemin d'un blocage de l'innovation en France et en Europe, et donc du coup d'une importation contrainte de solutions algorithmiques conçues hors du périmètre du RGPD. Donc, attention à la surréglementation.
Donc ça, c'est le premier risque. Et l'autre risque, ce serait qu'on se retrouve, alors qu'on était à l'origine de tout ça, dans la situation un peu paradoxale où, in fine, l'autorité de mise sur le marché européenne deviendrait moins exigeante que la FDA américaine, qui a incorporé le principe de garantie humaine en vie réelle. Donc tout ça va se rabouter. Je pense que, connaissant un petit peu la machine bruxelloise, on dit que l'Europe de la santé avance d'abord à coup d'arrêt. Donc du coup, je pense que ça va se vérifier à nouveau sur le sujet de l'IA. Après, la décision de principe qui est, ne vous y trompez pas, hein, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de décembre 2017 est l'acte majeur sur le droit de l'IA au niveau européen depuis 10 ans. Il y aura une autre décision, plus appliquée au domaine de la santé, qui incorporera cette notion de supervision humaine sous une forme ou sous une autre, comme complément nécessaire du marquage CE. Donc on est dedans. L'éthique des systèmes de valeurs, l'éthique au cœur de la fabrication algorithmique, les intervenants précédents l'ont bien montré. Pardon de vous avoir donné une vision plus immédiate de ce cadre de régulation positive qui s'appliquera à partir du trimestre prochain. Donc il faut s'y préparer. Alors gentiment, vous avez vu, c'est de la régulation positive. Il faut définir des modalités d'info du patient, des mécanismes de supervision humaine. Mais néanmoins, on aura appliqué tout ça pour permettre un développement responsable de l'IA en santé. Voilà. Merci de votre attention et merci de porter, Emmanuel, avec ton équipe, ces valeurs au cœur du soin. Merci.